Delors et Pierre Bérégovoy précisent l'esprit des mesures qui sont à l'étude pour favoriser la création d'emplois. L'envolée de la bourse de Paris en janvier, de plus en plus de Français délaissent l'épargne traditionnelle pour d'autres manières de faire fructifier leur argent. Tchad, la décision française d'avancer la ligne d'intervention est une déclaration de guerre pour le porte-parole de Goukouni Wadey. Toujours pas de nouvelles des deux médecins enlevés mardi dernier. Football, 32e de finale de la Coupe de France. Bordeaux joue en ce moment contre Brest au Parc des Princes. Madame, Monsieur, bonsoir. 2 millions de francs de prix, international attelé, 2600 mètres pour 4 à 10 ans inclus, hongres exclus de toute origine. Tel est le libellé officiel de l'événement hippique qui, demain, va mobiliser tous les adeptes du tiercé, mais aussi tous ceux qui s'intéressent à d'autres enjeux dans le monde des courses de chevaux. Le Prix d'Amérique se courra à Vincennes. C'est en fait le championnat du monde du trot attelé. Et Pierrette Bresse nous en explique l'importance avant de nous livrer ses pronostics. Le Prix d'Amérique, c'est la rencontre au sommet de l'élite. 18 chevaux venus de Suède, Finlande, Hollande et Amérique vont essayer de battre les Français en enlevant les 2 millions de prix aux vainqueurs et le titre de champion du monde des trotteurs que détient Idéal du Gazeau. Le Prix d'Amérique, c'est le couronnement de la carrière d'un cheval. Bellino II l'avait gagné 3 années consécutives. Mais le meilleur exemple, c'est Idéal du Gazeau que vous voyez ici, lorsqu'il remporte sa première victoire dans le Prix d'Amérique 1981. Idéal du Gazeau totalise 15 millions de gains et 3 titres de champion du monde. Cela a permis à ses propriétaires de le vendre un peu plus de 20 millions aux Suédois, qui vont maintenant exploiter la carrière des talons d'Idéal du Gazeau. Et avant même d'avoir commencé à saillir des juments, Idéal a déjà remboursé son prix d'achat et enrichi ses nouveaux propriétaires. En effet, le prix de saillie d'Idéal du Gazeau coûte 50 000 francs et le prix d'une saillie à vie du champion revient à 170 000 francs. Les éleveurs ont déjà acheté 110 saillies à vie d'Idéal du Gazeau. Idéal du Gazeau, le trotteur le plus riche du monde, n'a plus rien à prouver. Il cède son titre à celui qui gagnera demain le Prix d'Amérique. C'est ce championnat du monde des trotteurs, le Prix d'Amérique, qui servira de support au Paris tiercé. Les favoris seront Lurabo et Minou du Donjon, mais derrière eux, eh bien, tout est possible. Jean-Pierre Vielle, il y a des favoris dans ce Prix d'Amérique, bien sûr, Lurabo, Minou du Donjon, mais Montourbillon m'intéresse beaucoup, votre cheval. Là, je pense qu'il a une chance. Maintenant, il aura peut-être une chance d'une saillie d'air. C'est difficile de le juger sur sa dernière course, mais sur ses courses précédentes, il avait très bien couru. Je crois qu'il a une chance, même sur 2600 mètres. Nous revoyons ici l'arrivée du Prix de Belgique, dernière course préparatoire. Les 2 premiers chevaux, Lurabo et Minou du Donjon, sont les favoris du Prix d'Amérique et de mon pronostic. Ensuite, je verrai une chance à Lutin d'Usigny, le numéro 15, Jorki, le numéro 18, Kaiser Trot, le numéro 14, le numéro 13, Montourbillon, le numéro 4, La Squeak et le numéro 17, Diamant Exchange. Je répète leurs numéros, 10, 12, 15, 18, 14, 13, 4 et 17. Et demain matin, à 10h sur Antenne 2, dans son magazine, Pierrette Bresse fera courir en direct une dernière fois sur le parcours de Vincennes, le superbe Idéal du Gazeau. D'une foulée à l'autre, saluons le nouvel exploit du triple champion du monde d'athlétisme, l'Américain Carl Lewis. L'athlète qui avait fait merveille à Helsinki vient de battre de plus de 23 cm son propre record du monde de saut en longueur en salle. Dominique Leglou. Heureux public new-yorkais. Ils étaient 18 210 assistés au 2e exploit athlétique de l'année après Moser Carl Lewis pour une meilleure performance mondiale en salle. Un bond fantastique, 8,79 m à 11 cm du fabuleux record du monde de Bob Beamon. Il améliore de 24 cm le record qu'il détenait depuis le 16 janvier 1982. Le V de la victoire de Lewis, un geste que l'on reverra sans doute souvent en cette année olympique. En 1980, les Américains n'étaient pas à Moscou. En 84, ils ont un atout prodigieux, Carl Lewis. Les projets du gouvernement pour inciter les entreprises à créer des emplois, projets qui feront lundi l'objet d'un comité interministériel,
sont précisés aujourd'hui par les deux ministres en première ligne, le ministre de l'économie et des finances, Jacques Delors, et le ministre des Affaires sociales, Pierre Bérégovoy. Nous vous le disions hier soir, ces projets provoquent bien des remous dans les organisations syndicales, dans le Parti communiste et aussi au sein du Parti socialiste. Et dans un communiqué ce soir, les services du Premier ministre précisent que toute indication sur le contenu actuel des mesures n'engage en rien le gouvernement. Le point sur les projets les plus contestés, Geneviève Moll. Premièrement, va-t-on accorder le droit de licencier dans les zones franches sans attendre l'autorisation de l'inspection du travail? Communiqué hier soir de Pierre Mauroy, cette mesure n'est même pas à l'étude. Deuxièmement, pour les formations reconversion de 2 ans, sûres puisqu'annoncées par le Premier ministre lui-même, c'est le retour au stage parking bar, dit M. Krasuki. Trop long, trop cher, dit le CNPF, et ces stages risquent de démoraliser les salariés qui se sentiront peut-être enfermés dans des stages parking. Même terminologie pour le CNPF et la CGT. Troisièmement, pour ce que l'on appelle les seuils sociaux, est-il envisagé, par exemple, de permettre aux entreprises des zones franches de créer un comité d'entreprise à partir de 100 salariés et non de 50, comme la loi l'exige aujourd'hui? Ce serait une atteinte au droit du travail, disent les syndicats, M. Bergeron allant même jusqu'à se demander si l'on ne va pas voir un gouvernement de gauche faire ce que les gouvernements précédents n'ont jamais osé faire. Démenti catégorique de Jacques Delors ce matin sur cette mesure, pas question de toucher aux seuils sociaux, pas question de créer des entreprises de seconde zone. Pierre Bérégovoy, à Limoges, cet après-midi, a tenu le même langage. Il n'est pas question, contrairement à ce que j'ai lu, de mettre en cause le droit social. Que des facilités, notamment fiscales, soient accordées à telle ou telle entreprise pour créer des emplois, c'est une question dont on délibère. Que l'on organise un congé de conversion permettant à un salarié qui est appelé à quitter son emploi à cause de la mutation industrielle, de se former pour ne pas justement se trouver au chômage, et que cela suppose naturellement une discussion. On peut aménager, améliorer. Mais il n'est pas question de limiter ce que j'appellerais la capacité d'intervention des salariés dans la vie sociale. Cet après-midi à Toulouse, le secrétaire général du Parti communiste, Georges Marchais, qui s'exprimait dans une réunion publique, a évoqué certains aspects de la politique gouvernementale et il s'est à nouveau élevé contre toute menace de licenciement. Il ne peut être question d'accepter aujourd'hui les licenciements et les suppressions d'emplois que nous refusions hier, de ne pas expliquer que les projets destructeurs du patronat, s'ils se réalisaient, non seulement n'amélioreraient pas la situation économique, mais seraient mortels pour la France. En un mot, il ne peut être question pour le Parti communiste, pour les communistes, de taire leur opinion. Nous considérons que face à ces pressions du capital, le gouvernement doit faire preuve de plus de fermeté et qu'il en a les moyens. Jean-Jacques Rioux est toujours en prison, le vice-président du centre départemental des jeunes agriculteurs du Finistère, incarcéré à la suite de la mise à sac de la sous-préfecture de Brest la semaine dernière. Jean-Jacques Rioux a été entendu aujourd'hui à Brest par le juge d'instruction qui a donc décidé de le maintenir en détention. Son avocat a fait appel. Manifestation à Rouen aujourd'hui en faveur de l'enseignement privé. Quelques 5000 personnes, selon la police, ont répondu à l'appel de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre. De nombreux élus de l'opposition, dont M. Le Canuet, assistaient à cette manifestation. Plus 15% depuis le début de l'année. La bourse de Paris est en plein essor, quelle que soit par ailleurs l'évolution des indicateurs économiques. La bourse attire en effet de nouveaux clients qui délaissent les formes plus traditionnelles de l'épargne. Jean Lebert. La bourse en folie. Lundi, la hausse reprend. Mardi, c'est l'euphorie. Mercredi, l'emballement. Alors jeudi, les investisseurs institutionnels calment le jeu. Et vendredi, pied de nez des spéculateurs. En baisse à l'ouverture, le marché termine sur une petite hausse. Chaque jour de la semaine, la séance a commencé avec 15 minutes de retard. La bourse croule sous les ordres d'achat. Et c'est un véritable flot d'argent liquide qui cherche à se placer en bourse.
Un arrêt à cette frénésie était nécessaire. Le marché avait besoin de souffler, le marché avait besoin de corriger cette hausse importante. Les anticipations qui avaient été faites par les particuliers ou par les institutionnels étaient peut-être un peu optimistes. Par conséquent, je crois que cette pause est bonne, elle est souhaitable. Par contre, il y a certainement une occasion pour les entreprises de saisir les capitaux qui sont en face d'elles pour leur proposer de s'associer à leur développement, et je crois que ce serait une bonne occasion. La bonne occasion en effet pour les entreprises cotées à la Bourse de Paris, c'est peut-être d'avoir en face d'elles aujourd'hui une nouvelle race d'investisseurs. Je viens en bourse depuis le début de cette année. Et pourquoi? Parce que je faisais de l'immobilier avant, c'est transformé en une reconversion. Et j'y suis venue, j'ai regardé, puis finalement ça m'a intéressée. Tous les épargnants ne sont pas à la bourse le midi. Pour les rencontrer, il faut parfois aller les chercher dans leur cuisine. En tant que mère de famille, où placez-vous vos économies? Eh bien, c'est-à-dire qu'avant, je les avais un peu en compte épargne, qu'on a replacé parce qu'on trouve que le rendement est pas, le rapport n'est pas assez important. Et puis, quand même, la bourse était bonne, donc ça vaut la peine de placer, de tenter un petit peu de gagner un peu plus. Et puis maintenant, j'ai adhéré à un club de bourse et maintenant je fais partie d'un club de bourse où je place en bourse. Depuis quand vous intéressez-vous à la bourse? Oh, je m'y intéressais déjà un petit peu avant et puis j'ai décidé à la rentrée de carrément jouer un petit peu parce que c'est un peu plus drôle. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué? Il y a toujours un risque, mais il faut quand même un petit peu risquer de temps en temps, sinon on ne fait jamais rien. En un an, 285 000 nouveaux venus à la Bourse de Paris. Avec les excès de ces dernières semaines, il ne faudrait pas que ces épargnants regrettent un jour le confort douillet de l'épargne traditionnelle. La régie Renault aurait perdu près de 600 millions de francs en essayant de vendre du café. C'est ce que révèle notre confrère Le Point dans son numéro qui paraîtra lundi. Pour vendre ses voitures à la Colombie, la régie a dû accepter en 1975 d'être payée sous forme de café et pour écouler ce café, elle a fait appel à un intermédiaire douteux selon Le Point, un intermédiaire qui lui a fait construire 2 usines en Belgique et en Sardaigne. 2 ans et demi plus tard, l'affaire se révélant désastreuse, la régie y a mis fin. Coût de l'opération, selon l'hebdomadaire, 578 millions de francs. Ce soir, dans un communiqué, la régie Renault précise que cette opération était compatible avec les risques qu'elle doit prendre pour vendre sa production, mais qu'elle a dû l'interrompre lorsque les cours du café ont triplé. La régie affirme que dans cette affaire, elle a respecté toutes les règles en vigueur et confirme que ce dossier fait l'objet d'un contrôle classique de la Cour des comptes. La décision française de remonter d'une centaine de kilomètres vers le nord la ligne rouge qui délimite au Tchad la zone d'intervention de l'armée française, cette décision constitue une véritable déclaration de guerre contre le peuple tchadien en lutte. C'est en ces termes qu'à Tripoli, le porte-parole de Goukouni Wadey, soutenu par la Libye, réagit à la décision annoncée hier par Paris, tout en menaçant la France d'une réaction appropriée et en lançant un appel à la Libye. À N'Djamena, le gouvernement tchadien ne fait aucun commentaire officiel. Par ailleurs, on reste sans nouvelles des 2 médecins belges enlevés mardi dernier lors de l'incursion d'une colonne armée au-delà de la ligne rouge. Les 2 médecins travaillaient au Tchad pour Médecins sans frontières. Gérard Inet nous explique le rôle sur le terrain des organisations humanitaires. Christian Delsen, 26 ans. C'est sa première mission pour Médecins sans frontières. Marie-Chantal Rockens, 26 ans également. Cette infirmière est au Tchad depuis 9 mois. Le Tchad, c'est la plus importante mission d'MSF à l'étranger. Depuis 4 ans, ils sont 56 médecins et infirmières répartis comme ici à N'Djamena, la capitale, ou dans les 18 départements contrôlés par Hissène Habré. Il ne s'agit plus seulement ici de porter secours et soins à ceux qui en ont besoin, mais d'aller plus loin, implanter des dispensaires et des petits hôpitaux prêts à servir immédiatement. Tous volontaires, ces médecins sont au Tchad pour une période de 6 à 12 mois. Créée il y a 15 ans, MSF est l'une des principales organisations privées qui envoient des équipes médicales dans le monde entier. Pourtant, quand ils ne sont pas emprisonnés ou refoulés à l'autre bout du monde, on oublie les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Ce que je voudrais dire, c'est que maintenant, le risque, il est double. Bien entendu, il tient à la nature même de notre travail. Travailler dans des pays
en situation de guerre, mais il tient aussi à une espèce de nouvelle intolérance qui se manifeste depuis quelques années. On ne comprend mal, au sein des instances dirigeantes des pays concernés, on comprend mal que des équipes médicales fassent un travail purement humanitaire. L'année dernière, nos deux amis qui ont été pris à Faya-Largeau dans des conditions tout à fait analogues à celles qui se sont déroulées là, notre ami qui a été pris en Afghanistan, les gens qui ont été en prison en Turquie, ceux qui se sont fait menacer en Ouganda, en Thaïlande, au Salvador et ailleurs, tout cela comprennent mal pourquoi on refuse de prendre en compte l'aspect humanitaire de leur travail et la vocation spécifiquement neutre de notre action. Cette intolérance, les diverses organisations humanitaires la payent cher. L'an dernier, 25 médecins ont été capturés et gardés en otage dans plusieurs pays du tiers-monde. Pour chacun d'entre eux, au moins, l'aventure s'est bien terminée. Mais au Nicaragua, un médecin, le docteur Grosjean, avait été tué l'an dernier dans une embuscade. Couvre-feu aujourd'hui à Naplouse, dans les territoires occupés par Israël. Une manifestation de protestation a eu lieu pour dénoncer la mort d'un jeune Palestinien qui, avec d'autres jeunes gens, lançait des pierres sur des militaires et qui a été abattu par des gardes frontières israéliens. Une quarantaine de civils tués au Pakistan au cours d'un bombardement de l'aviation afghane en territoire pakistanais, tout près de la frontière, dans une zone où sont établis de nombreux camps de réfugiés afghans. Deux manifestations aujourd'hui dans Paris, deux manifestations pourtant interdites par la préfecture de police. Le mouvement national arménien appelait à soutenir les 4 membres du commando arménien dont le procès se poursuit au palais de justice de Paris. Quelques centaines de personnes ont été interpellées. Gaël Monlahuc. Dès 15 h, de très importantes forces de police interdisaient l'accès du Panthéon et du palais de justice où se déroule le procès des 4 membres de l'Azala. Les manifestants arméniens tentaient alors de se rassembler aux abords de l'Odéon en scandant des slogans hostiles à la Turquie. La police procédait systématiquement à des contrôles et à des interpellations parfois mouvementées. Plus de 300 personnes auraient été ainsi emmenées au commissariat. Les dirigeants du mouvement national arménien rappelaient pourtant que leur démonstration se voulait pacifique. Il y a une dimension qu'on veut enlever à ce procès, qui est celle du soutien de la communauté arménienne de Paris, aux 4 qui sont actuellement jugés. Il y a un scandale au niveau de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui ce soit les Arméniens qui se figurent sur le banc des accusés, les gens et les fils du génocide, et que la Turquie se trouve en position d'accusateur. C'est une situation que nous ne pouvons accepter. Arat Oranian a été interpellé peu de temps après. En début de soirée, le calme semblait revenu au quartier latin. Le procès doit reprendre lundi. Par ailleurs, l'association des Marocains en France et l'association des travailleurs marocains en France avaient organisé une manifestation hostile au régime marocain à la suite des émeutes de la semaine dernière. Quelques dizaines de personnes ont été interpellées. Prenons maintenant de la hauteur avec le nouveau satellite lancé lundi dernier par le Japon. Il s'agit du premier satellite de télédiffusion directe qui va donc permettre aux Japonais de recevoir directement chez eux les programmes télévisés. En France, le projet, toujours à l'étude, se précise. Patrick Esther. Une fusée qui ressemble comme une sœur aux fusées Thor Delta américaines, et pour cause c'est une fusée japonaise fabriquée sous licence américaine. Avantage, cela coûte moins cher que de développer un programme indépendant comme Ariane, et ça marche. Les Japonais sont relativement en retard dans la course à l'espace, loin derrière les Américains, les Soviétiques et même les Européens. Mais aujourd'hui c'est un pied de nez que font les Japonais au grand de l'espace, en lançant le premier satellite de télévision directe. Une grande première mondiale qui va permettre une couverture à 100% du territoire japonais. 500 000 familles qui ne pouvaient pas encore recevoir la télévision à cause des montagnes pourront capter 2 chaînes de télévision grâce à des petites antennes individuelles, paraboliques et d'un diamètre de 60 cm seulement. En France, un programme semblable est en cours. En novembre 85, la fusée Ariane placera en orbite le satellite TDF-1. Avec une antenne comme celle-ci, vous pourrez alors capter dans de très bonnes conditions 3 programmes. Cela, quelle que soit votre situation géographique. Les interférences dues par exemple à des constructions, à des immeubles, des ponts ou à des montagnes disparaîtront totalement. Pourtant, avant même que le satellite ne soit lancé, on peut déjà se demander s'il est vraiment nécessaire. En effet, le gouvernement français a choisi de développer largement le câblage des villes. Ce satellite ferait alors quasiment double emploi avec le câble reliant les téléviseurs.
Si vous aimez à la fois les arts graphiques et la politique, ne manquez pas l'exposition qui a ouvert ses portes aujourd'hui à la Conciergerie à Paris. Une exposition réunie grâce à la passion d'un collectionneur privé et qui groupe 450 affiches politiques qui en disent plus sur 3 siècles de notre histoire que bien des manuels, même si elles sont aussi l'effet de l'humeur du temps. Jean-Jacques Dufour a assisté à l'inauguration où se pressaient quelques amateurs du monde politique. Au XVe siècle, quand il n'y avait pas de télévision, les murs parlaient au peuple par l'intermédiaire des affiches. Enfin des placards imprimés, disait-on à l'époque. Un privilège en principe réservé au roi et à l'église. En quelque sorte, le mur, monopole de la couronne et du goupillon. Un monopole qui fut grignoté sous tous les régimes par les contestataires de tous bords. Iconoclastes, certains n'hésitaient pas à aller très loin dans la caricature, le poids des mots, le choc des images, notamment avec les affichistes du début du siècle qui ne connaissaient pas la broderie. Le débat politique était féroce. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, le débat politique aujourd'hui, dont on dit qu'il est assez violent, il est beaucoup moins violent que ce qu'il a été à des époques précédentes. Ça ne veut pas dire du tout que c'est une incitation à la violence maintenant, ça veut dire qu'il faut relativiser les choses. Exemple de la férocité des dessinateurs, cette affiche du Centre d'études et de défense fiscale en 1914. Encore plus dur, la propagande des républicains nationaux contre les communistes dans les années 20. Date à laquelle le parti faisait entrer lui-même dans l'imagerie populaire l'homme au couteau entre les dents. C'est une exposition magnifique. Je suis un fervent partisan d'enseigner l'histoire et l'histoire est riche d'enseignements. Quand on voit par exemple ces affiches anticommunistes, mais aussi beaucoup d'autres, on voit de quel côté est la bêtise et de quel côté était l'honneur et l'intelligence. Dans un autre registre, l'affiche politique au service de la publicité. Ici, Paul Reynaud, Briand, etc. veulent tous du Vichy-Quina. Un exemple parmi des dizaines d'autres, comme nous l'explique le collectionneur propriétaire de ces affiches. Les publicitaires se sont emparés du perchoir de l'Assemblée nationale. Ils mettent 2 personnages, ici Jean Jaurès, ici le président Brisson, et les 2 personnages sur l'affiche vantent les mérites de l'aérophone, qui est un phono de l'époque. Plus loin, là-bas, le spécifique victorieux, qui est une marque pour soigner les corps aux pieds. Et les Allemands ne l'ont pas, et les sentinelles françaises, elles l'ont, et grâce à ça, elles peuvent tenir debout facilement sans souffrir. L'affichage politique a aussi beaucoup utilisé le monde animalier. Le coq, l'aigle bien sûr, mais plus souvent encore la pieuvre. Ici, Churchill sur une affiche de la propagande allemande. Pendant cette période, l'affiche fut savamment utilisée. Les femmes apparaissent vraiment sur les affiches dans les années 45, quand elles commencent à avoir le droit de vote. Date célèbre dans l'éclosion printanière d'affiches sauvages, 1968. Ainsi, riche de quelques 400 pièces, cette exposition se termine sur ce qui se fait de plus récent. Le ton est moins agressif, on cherche à rassurer. Apparemment, l'affiche politique vogue sur des eaux plus sereines. L'exposition dure jusqu'à la fin février. Un incendie sur un plateau de tournage sans trop de dégâts, sauf quelques cheveux roussis. Un incident banal s'il ne s'était agi de la star numéro 1 du hit parade international, l'américain Michael Jackson, qui tournait l'un de ses vidéoclips qui font fureur. Jean-Marc Dubois. Michael Jackson a été sérieusement brûlé au cuir chevelu hier alors qu'il tournait un film publicitaire. Ses cheveux se sont enflammés à la suite de l'explosion accidentelle d'un fumigène. Il a été immédiatement hospitalisé. Un témoin raconte. Il descendait l'escalier entre 2 fumigènes lorsque tout d'un coup, il y en a un qui a explosé. On aurait dit qu'il avait des étincelles dans les cheveux. Il remuait la tête pour essayer d'éteindre les flammes. Aussitôt, les techniciens se sont précipités pour l'aider. Et puis, ils l'ont emmené. Ce matin, l'état de Michael Jackson était jugé satisfaisant. Michael Jackson, c'est lui qui a véritablement lancé la mode des clips vidéo, notamment avec son disque Beat It. Depuis, il fait exploser les records. 20 millions de disques pour son dernier album, 6 mois premier au hit parade, 12 disques d'or. Michael Jackson fait vraiment feu de tout bois. Thank you very much. There's nothing more I can say. I love you all. Goodbye. Et ce soir, il va bien.
Demain, journée nationale d'action contre la lèpre. Il s'agit d'une maladie terrible qui continue de faire ses ravages dans plusieurs pays du monde, parmi les plus pauvres, même des pays sous administration française comme la Guyane. Jean-Claude Darigo a rencontré en Guyane une religieuse qui consacre sa vie à lutter contre cette maladie. Sœur Marie, 65 ans, 40 ans d'Amérique latine, 40 ans de voyage en Guyane, sur le fleuve Maroni notamment, à la rencontre des villageois Boni ou Saramaka, les descendants des esclaves échappés des plantations au XIXe siècle. Sœur Marie est infirmière, les circonstances ont fait d'elle une spécialiste de la détection et du traitement des lépreux. Nous avons trouvé cette petite fille à Saint-Laurent. Elle n'allait pas à l'école, c'est un voisin qui nous l'a montrée parce qu'elle avait une macule qu'il ne comprenait pas. Et nous avons fait un prélèvement qui a dit qu'elle avait besoin d'être soignée. Alors nous l'avons soignée à Saint-Laurent pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'un jour, ils remontent sur leur village. Combien de malades est-ce que vous voyez dans ce village? Si ils étaient tous là, nous en aurions une dizaine. Mais beaucoup ne sont pas là, ils sont partis dans les abattis, c'est samedi aujourd'hui. Et à quel rythme est-ce que vous les rencontrez? Nous-mêmes passons ici à peu près 2 fois par an. Au revoir. Ouais. Un autre chapitre important de l'activité de Sœur Marie, le dépistage scolaire effectué avec un médecin de l'Institut Pasteur de Cayenne. Combien d'enfants, disons, atteints par la lèpre détectez-vous chaque année? Depuis 3 ans, une vingtaine. Et comment peut-on imaginer qu'on n'arrive pas définitivement à éradiquer la lèpre? Non, c'est trop rien. Pendant longtemps, on a pensé que c'était une amélioration du niveau de vie. En fait, le niveau de vie en Guyane, vous pouvez le comparer aux pays voisins, il est quand même nettement meilleur par rapport aux pays voisins. N'empêche qu'il y a encore des lépreux en Guyane et qu'il y en a encore 30 cas par an. Sur 70 000 habitants, c'est beaucoup, 30 cas par an. Donc on ne sait pas pourquoi la lèpre reste ici dans ce pays? Non, on ne sait pas. La Guyane, département français, compte 2000 personnes atteintes par la lèpre, une maladie qui demeure mystérieuse sous certains aspects, même si on peut la guérir sous toutes ses formes. On a cru longtemps que les efforts médicaux consentis et l'aide internationale supprimeraient les foyers lépreux dans le monde. En fait, la lèpre semble plutôt en recrudescence, surtout dans l'Asie du Sud-Est. Demain donc, journée nationale d'action contre la lèpre. Le sport maintenant, et d'abord le football avec les 32e de finale de la Coupe de France. Hier soir, Bastia a battu Nîmes 1-0. Cet après-midi, Auxerre rencontrait Saint-Étienne. Dominique Leglou. Une nouvelle fois, la loi s'est trouvée vérifiée. Auxerre en blanc est tombé dès sa première apparition en coupe et fait du hasard, comme l'an dernier, c'est-à-dire face à Saint-Étienne. Une équipe stéphanoise agressive, volontaire, à l'image de Moisan et du jeune Pestelon ici. Une première période entièrement à l'avantage des Verts. Bien maladroit pourtant dans la finition. Ribard, servi par Zanon, en est la plus belle illustration. Malgré une technique supérieure, Auxerre y croit moins. Seule exception, Jean-Marc Ferreri, le meneur de jeu, qui par 2 fois inquiète Castaneda. Mais la mi-temps est atteinte sur le score de 0-0. La maladresse est telle qu'on se demande vraiment comment une des 2 équipes va pouvoir marquer. Heureusement en football, il y a les coups de pied arrêtés. Et sur l'un d'eux, après un cafouillage, Zanon réussit un excellent tir croisé. Voilà, c'est le seul but validé du match, oui. Car dans les dernières minutes, l'avancante auxerrois Garande marque, mais le but est refusé pour hors-jeu. Saint-Étienne est le logique vainqueur de cette rencontre. Les autres résultats obéissent à la loi du plus fort. Hier, Bastia a battu Nîmes 1-0. Aujourd'hui, Toulon bat Béziers 2-0. Et Sochaux s'impose face à Thionville sur le même score. Quant à Reims, c'est après les pénaltys seulement qu'il se qualifie. 4 pénaltys à 1. Et en ce moment même, au Parc des Princes, Bordeaux affronte Brest. Pas de but pour l'instant. Le résultat est les meilleurs moments de la rencontre dans notre dernier journal à 23h20. En ski, 2 descentes aujourd'hui. Chez les dames à Megève, c'est la jeune Suissesse Michela Figini, 17 ans et demi, qui l'a emportée pour la première fois en Coupe du Monde. La première française, Marie-Cécile Gros-Gaudenier, prend la 7e place. Chez les hommes à Garmisch-Partenkirchen, c'est le Canadien Podgorski qui s'est imposé devant les Autrichiens Resch et Klamer. Et puis on connaît maintenant la sélection de nos skieurs pour les Jeux Olympiques de Sarajevo. Donc, chez les dames, Caroline Attia, Elisabeth Shaw,
Marilus Waldmeyer, Perrine Pellen, Anne-Flore Ray, Fabienne Serra, et j'en oublie une, oui, Christelle Guignard. Chez les garçons, on continue, chez les garçons, Philippe Verneret, Franck Picard, Michel Villon, Yves Tavernier, Didier Bouvet, Michel Canac. En bref, encore les résultats du tiercé qui s'est couru à Vincennes aujourd'hui. Le 9, le 15 et le 13. 5 francs placés dans l'ordre rapportent 807 francs 50 et dans un ordre différent 161 francs 50. Et maintenant un mot du temps de demain, Brigitte Simonetta. Brouillard, nuages bas, nuages élevés, nous aurons un dimanche voilé. Regardez la photo satellite, elle nous sert d'explication. Une dépression est centrée sur l'Atlantique Nord. Les perturbations qui lui sont associées, comme celle-ci, nous arrivent dans un flux de ouest-sud-ouest et traversent le pays. Résultat, sur la carte de demain, sur une large moitié ouest qui va de la Manche, l'Atlantique à la Lorraine et jusqu'aux Pyrénées, temps couvert avec des averses de pluie et de neige au-delà de 600 mètres. Sur la moitié est, après dissipation des brouillards matinaux, des éclaircies se développeront. Il va geler cette nuit à l'est jusqu'à moins 2 degrés et demain dans l'après-midi, les températures seront les mêmes à peu près sur tous les points de France, de 7 à 10 degrés sur la moitié nord, de 8 à 13 degrés sur la moitié sud. Nous serons le dimanche 29 janvier. Le soleil se lèvera à 8h25, se couchera à 17h42. Nous fêterons les Gildas. À 23h20, Hervé Claude vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi, avec Daniel Bilalian. À demain, 20h. Très bonne soirée.